Très bien, les amis, c'est le jour de Blake Lively et Justine Baldoni. Enfin. Je voulais annoncer toute la semaine. Et laissez-moi dire à toutes les femmes qui regardent, peu importe ce que vous faites dans la vie, n'allez jamais jusqu'à faire une Amber Heard. Et puis, plus tard dans l'émission, nous allons parler du président Zelensky, la reine de l'aide sociale américaine, qui dépense tout l'argent que vous avez durement gagné. Apparemment, il a trouvé le temps de s'asseoir avec nul autre que Lex Fridman pour une interview de 3 heures. Et je vais vous donner mon point de vue sur cette interview. Et je vais vous dire si j'ai changé d'avis ou non à propos du président Zelensky. Alerte spoiler. Non, je n'ai pas changé d'avis. Tout cela arrive tout de suite. Et encore plus sur Candace. Très bien. Pour commencer, commençons par la fin, la conclusion ici. Je l'ai dit depuis longtemps, bien avant que tout cela n'éclate entre elle et Justin Baldoni, que nous devons compartimenter. Blake Lively n'est pas une bonne personne. Donc, peu importe ce qui se passe dans ce procès, peu importe qui gagne à la fin, ne laissez pas cela vous distraire du fait qu'elle a prouvé qu'elle n'est pas une personne bienveillante, d'accord? Et cela est en grande partie dû au fait qu'elle est une féministe moderne, ce qui signifie qu'elle a grandi dans l'aisance, que sa vie a été parfaite et qu'elle doit donc créer des difficultés là où il n'y en a tout simplement pas. D'accord? Elle a la réputation d'être difficile à côtoyer professionnellement. C'était bien établi avant même que Justine Baldoni n'entre en scène. Nous avions déjà résumé cela dans un épisode précédent l'année dernière. Mais du côté d'Anna Kendrick Pardon, jusqu'à Armie Hammer, qui a été renvoyé de Gossip Girl parce qu'il a dit lors d'un dîner qu'elle avait été une garce envers Leighton Meester, elle a une façon de travailler très particulière. Principalement, les gens n'aiment pas travailler avec Blake Lively. Je peux aussi vous dire personnellement, à l'époque où j'étais stagiaire au magazine Glamour sous la direction d'une rédactrice, elle m'a dit que la personne la plus difficile et la plus impolie avec qui elle ait jamais travaillé était Blake Lively, qui avait fait la couverture de Glamour à un moment où je travaillais là-bas. Et donc, elle, les gens savent tout simplement cela en coulisses. Vous devriez juste savoir qu'elle est un peu capricieuse. D'accord? Je dirais aussi à propos de Blake Lively que je viens juste de la voir arriver. Pour revenir à ce que j'ai dit hier dans l'émission sur la façon dont mon cerveau fonctionne, je remarque toujours des choses bizarres. Je vous ai donné cette analogie avec Men in Black. Cet exemple plutôt où Will Smith tire soudainement sur la fillette de 8 ans alors que tous les autres agents tirent sur les extraterrestres dans la pièce, il se demande « Qu'est-ce qu'il y a avec cette fillette de 8 ans ?» Mon cerveau fonctionne comme ça. Concernant Blake Lively et Ryan Reynolds, je remarque simplement qu'ils font et disent des choses qui me montrent, qui me signalent qu'ils sont perchés sur leurs grands chevaux et qu'ils traitent potentiellement les gens très mal et qu'en réalité, ils sont juste riches et s'ennuient. C'est ça. Une fois, en parlant à un journaliste, Blake Lively a dit qu'elle et Ryan Reynolds appelaient les insectes et les animaux « elle » et « la » au lieu de « il » et « lui » devant leur jeune fille parce qu'ils élèvent une petite féministe. Genre, c'est agaçant, c'est juste objectivement agaçant. Une autre circonstance qui m'a permis de voir clair à travers Ryan Reynolds et de comprendre quel genre de personne il est, c'est que malgré le fait qu'il soit ami avec Joe Alwyn, qui est sorti avec Taylor Swift pendant 5 ans, elle est la meilleure amie de Blake Lively. Il est en fait devenu ami avec Joe Alwyn pendant les 5 années où il sortait avec elle. Et puis Taylor Swift a claqué des doigts, a rompu avec lui. Et le titre disait qu'elle était allée dîner et s'était fait photographier avec Blake et Ryan. Et puis, immédiatement après le dîner, Ryan et Blake, ainsi que 2 autres de ses amis, les sœurs Haïm et Gigi Hadid, ont tous organisé un désabonnement massif de Joe Alwyn, comme si elles avaient 13 ans, pour lui faire savoir que nous étions de son côté, que nous étions à ses côtés, ou que nous mourrions pour elle. Ok, Ryan, tu as 48 ans. Grandir littéralement. Comme si tu pouvais toujours suivre ton pote Joe Alwyn. Ce n'est pas comme ça que les gens se comportent lors d'un divorce. Et juste. Et aller se faire prendre en photo avant de le faire, pour lui montrer que je suis une ado pathétique et aussi un peu gay. Bref. Pour revenir à l'histoire de Justine Baldoni, la réputation de Blake Lively a atteint un point d'inflexion alors qu'elle faisait la promotion du film. Il s'agit de It Ends With Us, avec, comme je l'ai dit, Justine Baldoni en covedette. Je ne peux rien vous dire sur lui. Je n'ai pas d'opinion sur lui. Il n'est pas aussi connu qu'elle. Il n'est pas aussi haut placé qu'elle, comme on dirait, parce qu'elle traîne tout le temps avec Taylor Swift.
Mais nous avons fini par apprendre qu'il y avait une querelle entre les deux et qu'ils se détestaient carrément, car ils faisaient la promotion de ce film et des articles ont commencé à fuiter, au départ vraiment pas en faveur de Justin, disant en gros qu'il avait eu un comportement inapproprié sur TMZ, affirmant qu'il lui avait posé des questions sur son poids parce qu'il devait la soulever pour une scène. Et lorsque le public a commencé à se pencher sur cette histoire, il s'est finalement retourné contre Blake Lively. Et ce n'était pas à cause de Justine Baldoni. C'était parce qu'il n'aimait pas la façon dont elle répondait aux questions sur le tapis rouge à propos du film. Je n'ai jamais vu le film. Apparemment, il traite de la violence domestique. C'est un sujet sérieux. Et Blake Lively faisait la promotion de ses produits capillaires. Et ils ont trouvé ça un peu à côté de la plaque. Et puis, ce qui a vraiment enflammé Internet, c'est quand ils ont fouillé dans ses anciennes interviews et se sont rendus compte que Blake Lively n'est, pas une personne très gentille, comme les féministes n'ont pas le droit de l'être parce qu'elles doivent toujours simplement être féministes. Et apparemment, cela signifie être méchante avec les personnes qui l'interviewent. Et c'est ce clip qui a mis le feu à Internet où elle est interviewée par Kirsty Flow. Et c'est elle assise avec Parker Posey. Écoutez ça. C'est difficile à regarder. Tout d'abord, félicitations pour ton petit ventre. Félicitations pour ton petit ventre. Et mon ventre, alors? Tu en as deux jolis, et ceux-là, ce sont un peu des bosses, non? Non, pas des bosses. Les jolies formes féminines. Regarde ça. Merci. Merci. Tu as aimé le film? Tu es fan de Woody Allen? J'adore la plupart de ses films. Et celui-ci était visuellement incroyable. Oui, il est magnifique. Pour vous rappeler, en dehors du fait que c'est bizarre, parce qu'elle dit quelque chose à propos de son ventre, comme « Félicitations, je suis enceinte ». J'aurais simplement répondu à cette question normalement, mais évidemment, elle est offensée parce qu'elle est féministe et il faut chercher à être offensée. Elle travaillait sur un film avec Woody Allen. Je crois que c'était L'âge d'Adélaïde, ou peu importe comment ça s'appelait, je ne l'ai jamais vu. Le fait est que c'était un film d'époque. Donc les costumes étaient plutôt incroyables, comme c'est souvent le cas dans les films d'époque où les tenues sont vraiment superbes. Et la femme, Dieu nous en préserve, lui a posé une question sur le personnage et les tenues du personnage. Et voici comment Blake Lively lui a répondu. Est-ce que vous aimez porter ce genre de vêtements? Oui. Et vous savez, en travaillant dans le numérique, on veut parler des vêtements. Mais je me demande s'il poserait la question aux hommes à propos de leurs vêtements. J'adore la tenue de Jessie. Elle est magnifique. C'est ce que je dis. Sa garde-robe était magnifique. La garde-robe de Faury, ses pantalons taille haute. Voilà, c'est tout. C'est juste le féminisme moderne sous stéroïdes où ils n'arrivent même plus à penser clairement parce qu'ils sont perpétuellement offensés et incroyablement antipathiques. Alors, Internet a commencé à ressortir ces extraits et soudain, il y avait ces gros titres et les gens étaient très en colère contre Blake Lively et ont commencé à mettre en avant son comportement récurrent. D'accord, donc on peut dire que sa réputation l'année dernière s'est complètement effondrée. Et il ne semblait pas que ce soit récupérable parce que c'est comme ça qu'Internet fonctionne. Une fois qu'ils commencent à voir qui tu es, ils n'ont pas tendance à te pardonner. Mais soudainement, juste avant Noël, le 20 décembre, Blake Lively a déposé une plainte contre Justin Baldoni et d'autres en Californie pour harcèlement sexuel. Elle a allégué que Justin Baldoni et le producteur Jamie Heath avaient eu un comportement vraiment inapproprié sur le plateau et qu'ils avaient organisé cette campagne de dénigrement contre elle lors de la promotion du film et que cette campagne lui avait causé du chagrin, de la peur, des traumatismes et une anxiété extrême. Tout cela selon le dépôt de plainte. Et aussi que Baldoni était en quelque sorte un type louche qu'il avait, je cite, inséré du contenu sexuel improvisé et gratuit et ou des scènes impliquant de la nudité dans le film, y compris pour un personnage mineur dans des situations hautement inappropriées. De manière troublante, d'accord, maintenant je veux que ce soit très clair pour vous. Elle a d'abord déposé une plainte, pas une poursuite judiciaire. D'accord? Donc, le 20 décembre, elle avait déposé une plainte auprès du département des droits civiques de Californie, alléguant tout ce stress et un environnement de travail hostile. Voilà, vous voyez le tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le dépôt de cette plainte, et bien que cette plainte, selon la loi californienne, était censée rester totalement confidentielle, à moins que quelqu'un, après avoir mené une enquête, ait peut-être déposé une demande FOIA, il aurait pu y avoir accès. Elle l'a déposé le 20 décembre et tenez-vous bien, le 21, le lendemain, d'une manière ou d'une autre, le New York Times met la main dessus. D'accord, une plainte privée aurait dû rester privée. Soudainement, le New York Times s'en empare et publie la plainte dans son intégralité le lendemain.
accompagné d'un article qui paraît le jour suivant, le 22 décembre. Donc, en moins de 48 heures, le New York Times l'a obtenu, l'a publié et a lancé ce titre. Nous pouvons enterrer n'importe qui dans la machine à diffamer d'Hollywood. Vous pouvez voir qu'il est écrit « Des messages privés détaillent une prétendue campagne visant à ternir la réputation de Blake Lively après qu'elle a accusé Justine Baldoni d'inconduite sur le tournage de It Ends With Us. » D'accord, donc vous pouvez imaginer que le public voit cela et que les gens le lisent. Le New York Times est en train d'enterrer Justine Baldoni avec cette histoire. Ils disent qu'ils publient des emails privés entre lui et son équipe de relations publiques, ainsi que des emails privés uniquement entre les membres de l'équipe RP, disant en gros, comme ils le citent, « Nous pouvons enterrer n'importe qui ». Et bien sûr, exactement ce à quoi Blake Lively aurait pu s'attendre. Instantanément, Hollywood se mobilise. Le mouvement MeToo a été ressuscité. Ils font des déclarations. Amber Heard sort de l'ombre et fait une déclaration alors qu'après avoir soi-disant déféqué sur le lit de Johnny Depp, elle devrait peut-être s'abstenir de participer à ce genre d'affaires. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit « Non, non, je suis avec elle. Nous sommes tous avec elle. » Mais en réalité, chose assez remarquable, pour la première fois, Internet a marqué une pause. Et l'une des choses qui a suscité cette pause, c'est « Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte si tout cela est vrai? Pourquoi Blake Lively n'a-t-elle pas intenté de procès et a-t-elle plutôt choisi une démarche privée en matière de droits civiques avant de transmettre l'affaire au New York Times? Je veux dire, ils prétendent qu'elle l'a donné au New York Times? Je ne sais pas qui d'autre aurait pu le donner au New York Times. Je ne pense pas que Justine Baldoni ou quelqu'un de son équipe le lui ait donné. Et ils ont commencé à se demander si ce n'était pas simplement un moyen de sauver sa réputation. Ils en étaient convaincus. Mais je veux vous montrer ce qu'il y a dans cette plainte parce que c'est vraiment intéressant. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de ce procès, lorsque vous le lisez et je l'ai fait, c'est simplement de faire passer Justine Baldoni pour un énorme pervers. Il adore le sexe, il aime la pornographie. C'est juste comme un mec super excité tout le temps qui n'arrête pas de parler de pornographie. Et il essayait de mettre Blake Lively dans des positions compromettantes parce que je suppose qu'il voulait peut-être juste la voir nue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je vais vous lire ceci directement depuis le procès. Pour ajouter l'insulte à l'injure, M. Heath, c'est l'autre réalisateur, a approché Mme Lively et son assistante sur le plateau et a commencé à leur montrer une vidéo d'une femme entièrement nue, les jambes écartées. Mme Lively a cru qu'il lui montrait de la pornographie et elle l'a arrêté. M. Heath a expliqué que la vidéo montrait sa femme en train d'accoucher. Mme Lively, alarmée, a demandé à M. Heath si sa femme savait qu'il partageait la vidéo, ce à quoi il a répondu « Elle n'est pas bizarre avec ce genre de choses ». Comme si c'était Mme Lively qui était bizarre de ne pas l'accepter. Mme Lively et son assistante se sont excusées, stupéfaites que M. Heath leur ait montré une vidéo de nudité. Donc, lorsque cela a été retranscrit par le New York Times, ils ont un peu donné l'impression qu'il lui montrait littéralement des images pornographiques. Et ils n'ont pas vraiment donné le contexte, à savoir qu'en réalité, ils débattaient de la façon dont il devait filmer une scène d'accouchement dans laquelle Blake Lively jouait. Et il essayait d'expliquer, et je suppose que dans ce cas, je n'ai pas vu le film, mais c'est un accouchement naturel, sans médicaments. Et comme tu le sais, pour nous, les mamans crunchy qui suivent ça sur Internet, c'est censé être un moment majestueux. Les femmes ont tendance à être dans une baignoire. Elles ont tendance à être nues. Et je suppose qu'il essayait de lui dire « Voilà comment je veux que cette scène se déroule ». Et maintenant, elle raconte au public qu'en gros, elle pensait qu'on lui montrait de la pornographie sur un téléphone. Et je dois dire que parmi la myriade de sujets, ou plutôt de catégories de pornographie qui existent sur Internet, nous faisons chaque année la liste des 5 choses les plus recherchées sur Pornhub pour vous montrer à quel point c'est troublant. Jamais de ma vie je n'ai entendu parler d'une catégorie où des femmes accouchent. Ça n'a pas tendance à être quelque chose qui excite les hommes ou qu'ils décriraient comme pornographique. C'est vrai, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on entend. En fait, c'est presque l'inverse. Quand on interroge des hommes, des jeunes hommes complètement immatures, ils disent que c'est leur pire cauchemar. L'idée que ma femme accouche ou qu'une femme accouche, non. Donc j'ai vraiment eu l'impression que c'était extrêmement manipulateur. La plainte continue en alléguant. Je suis désolée, la plainte civile poursuit en affirmant qu'il y avait aussi une forme de sexualisation concernant l'allaitement, ou du moins c'est ce qu'on comprend. Lorsqu'ils disent que le comportement troublant aurait continué pendant le tournage, Lively accusant Baldoni et Heath d'être entrés dans sa loge sans y être invités alors qu'elle était dévêtue ou vulnérable, notamment lorsqu'elle allaitait son nourrisson, selon la plainte.
La plainte précise en outre que Baldoni a improvisé des gestes d'intimité physique qui n'avaient pas été répétés, chorégraphiés ou discutés avec Madame Lively sans la présence d'un coordinateur d'intimité. Il est donc censé y avoir une personne présente lors du tournage de ces scènes intimes pour s'assurer que tout le monde se sent à l'aise. Et cette personne n'était pas là. Et c'est là qu'elle se contredit un peu, d'après ce que j'ai vu dans la plainte, parce qu'elle essaie à la fois de nous dire qu'elle est peut-être irrésistiblement sexy ou peut-être pas tant que ça, mais qu'il la trouve suffisamment attirante pour vouloir être avec elle, qu'il utilise les scènes pour improviser et l'embrasser trop longtemps. Et évidemment, selon elle, il fait tout cela parce qu'il est tout simplement accro à la pornographie. Elle parle du fait qu'il a déjà évoqué son addiction à la pornographie et le site web, je veux dire, la plainte dit littéralement « Monsieur Baldoni a choisi de laisser la caméra tourner et de les faire jouer une scène, mais il n'a pas joué son personnage. » Au lieu de cela, il a parlé à Madame Lively hors personnage, en tant que lui-même. À un moment donné, il s'est penché en avant et a lentement fait glisser ses lèvres de son oreille jusqu'à son cou en disant « Ça sent si bon ». Rien de tout cela n'a été fait, même de loin, dans le cadre du personnage ou basé sur un dialogue du script. Et il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit, car, encore une fois, il n'y avait pas de son. Monsieur Baldoni caressait Madame Lively avec sa bouche d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur rôle, mais Madame Lively s'est ensuite opposée à ce comportement. La réponse de Monsieur Baldoni a été « Je ne suis même pas attirée par toi. » D'accord? Donc elle se dit « Il est bizarre. Il est attiré par toi. » Mais ensuite, elle change complètement d'avis. Plus tard, dans un procès, elle affirme qu'il lui a fait se sentir laide, vieille et grosse, qu'il a fait irruption dans sa chambre, les larmes aux yeux, et a dit que des gens sur Internet pensent qu'elle a l'air vieille et qu'elle a l'air grosse. Et donc, elle l'accuse aussi de harcèlement pour être allée voir son coach sportif et lui avoir demandé si elle pouvait perdre du poids en 2 semaines. Il est dit que M. Baldoni a régulièrement dégradé Mme Lively pour avoir trouvé des moyens détournés de critiquer son poids quelques semaines avant le début du tournage. Moins de 4 mois après avoir donné naissance à son 4e enfant, Mme Lively a été humiliée d'apprendre que M. Baldoni avait secrètement appelé son entraîneur de fitness à son insu et sans sa autorisation. Et il a laissé entendre qu'il voulait qu'elle perde du poids dans les 2 semaines. Alors, c'est quoi? Donc, je dis juste que c'est moi qui lis le dossier perdu. Je me dis, d'accord, donc est-ce qu'il veut juste te respirer dessus, t'embrasser et te caresser parce que tu es tellement sexy, ou est-ce qu'il est juste complètement bizarre? Ou alors, est-ce qu'il est simplement dégoûté par toi et te fait te sentir vieille, laide et grosse? Je veux dire, j'ai eu quelques signaux d'alarme immédiats en relisant le dossier, mais c'est ce dernier point qui m'a fait dire, d'accord, là tu es vraiment en train de manipuler de façon flagrante, et maintenant je suis prêt à ce que tout cela sorte au tribunal. D'accord? Voici le langage exact utilisé dans la plainte. Il est écrit, M. Baldoni a inséré de l'imp, du contenu sexuel, improvisé et gratuit, et ou des scènes impliquant de la nudité dans le film, y compris pour un personnage mineur, de manière extrêmement troublante. Donc je lis ça et je me dis, d'accord, là on commence à sous-entendre que ce type s'en prend même à de jeunes filles, à un personnage mineur. Il fait ça même avec de jeunes femmes, sur les plateaux. Et puis j'ai lu les commentaires sous cet article et quelqu'un m'a fait remarquer que c'était un langage manipulateur. Parce que même si c'est écrit « personnage mineur », en réalité, l'actrice qui joue ce personnage n'est pas du tout mineure. La protagoniste de ce film, qui était à l'origine un livre et qui a été adapté en film, est une jeune femme nommée Lily Bloom. Donc Blake Lively joue la version adulte de Lily Bloom et une autre actrice joue la version jeune de Lily Bloom. C'est donc ce personnage mineur qui est interprété par Isabella Ferrer. Mais Isabella Ferrer a 23 ans. Donc, en mettant simplement cela dans la plainte et sachant que tout le monde n'a pas vu ce film, que tout le monde n'a pas lu le livre, et même s'ils l'ont fait, ils ne savent pas quel âge a Isabella Ferrer. C'était une façon de faire passer Justin Baldoni, encore une fois, pour un énorme pervers. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah d'accord, elle joue un jeu très intéressant. Il y a aussi eu des moments étranges dans la plainte où elle a également dit qu'elle avait ressenti de l'anxiété parce qu'il lui avait dit qu'il pouvait parler aux morts et qu'il pouvait contacter son père et que son père était récemment décédé. Cette partie est juste bizarre. Je ne sais pas. Les gens d'Hollywood sont juste... ils en font juste trop. Je veux dire, je ne sais même pas quoi dire à ça. C'est étrange à mettre dans une plainte. Encore une fois, elle essaie d'en rajouter et de dire « j'étais juste en vrac, tellement mal à l'aise ». Bref, comme je l'ai dit au début, le public hollywoodien a pris son parti. Mais je pense que tout le monde a encore un peu de PTSD à cause de l'affaire Amber Heard et ils se disent « bon, je vais juste attendre de voir comment ça va se passer ».
Et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait, d'accord? Parce que ensuite, Justine Baldoni a réagi de façon très forte à cette plainte. 11 jours plus tard, le 31 décembre, Justine Baldoni a déposé une plainte de 250 millions de dollars, d'accord, contre le New York Times pour diffamation. Et laissez-moi vous dire, il a vraiment apporté des preuves en publiant des messages personnels échangés entre lui et Blake Lively qui montraient une toute autre version de l'histoire. Et en gros, il affirme que le New York Times a intentionnellement sélectionné certains emails sans en fournir le contexte complet. Par exemple, dans un email, elle essaie de dire qu'ils ont inséré et planifié cet article qui affirmait que sa carrière était terminée. Mais ils ont omis les parties de l'email qui montraient très clairement qu'ils étaient sarcastiques et que, en réalité, il avait engagé une équipe de gestion de crise en relations publiques parce que Blake Lively se comportait comme un véritable monstre en divulguant ses informations à la presse. Et donc, ils se préparaient à se battre si elle continuait, mais ils n'ont finalement jamais eu à le faire parce que le public a fini par la détester à cause de ses anciennes interviews. Et ils ont la preuve qu'ils n'avaient rien à voir avec cet article. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ils riaient simplement en coulisses en se disant « Eh bien, je suppose que j'ai fait du bon travail ici parce qu'on n'a rien à faire. » Les gens voient clair dans le jeu de Blake Lively tout seul. Et nous n'avons en fait jamais eu à contredire quoi que ce soit qu'elle ait dit. Il a également réfuté une autre allégation selon laquelle il aurait en réalité été invité dans la loge de Blake Lively. Il a publié les preuves des messages textes pendant qu'elle allaitait. Il a joint une capture d'écran d'une conversation dans laquelle elle lui disait « Je tire mon lait dans ma loge si tu veux qu'on répète nos répliques. » Il lui a répondu « Copier, je mange avec l'équipe et j'arrive. » Donc si vous faites signe à quelqu'un, et d'ailleurs c'est différent pour chaque femme. J'ai vu des femmes qui, en public, n'hésitent pas à sortir leurs deux seins pour nourrir leurs jumeaux, même au milieu d'un restaurant. Elles s'en fichent. D'accord. D'autres personnes, évidemment, j'ai déjà traversé ça, et là ce sera un 4e enfant. Et quand j'étais dans ma chambre, à l'époque où je travaillais sur Jelly Wire et que j'allaitais mon fils, s'il était accroché et que je pouvais mettre une couverture sur moi, ça m'était égal. J'aimerais préparer l'émission. Certaines peuvent être complètement différentes. Elles peuvent vouloir être totalement seules. Mais si vous faites comprendre à votre partenaire de jeu qu'il peut entrer dans la loge pendant que vous tirez votre lait ou allaitez, comment pourrait-il alors comprendre qu'à un autre moment, cela vous mettrait complètement mal à l'aise qu'il fasse la même chose? Et donc, déformer cette relation, je pense que c'est ce qui met l'équipe de Justine Baldoni extrêmement en colère. Ils ont aussi évidemment répondu concernant la question de la pornographie de l'accouchement et ont qualifié la vidéo de profondément personnelle, sans aucune connotation sexuelle, évidemment. Et ils ont déclaré que le fait qu'elle essaie de présenter cette vidéo de la femme du réalisateur comme de la pornographie est emblématique de l'ampleur des moyens auxquels Lively et ses collaborateurs sont prêts à recourir pour diffamer les plaignants. Je tends à être d'accord avec cela. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un décrire une vidéo d'accouchement, une femme en train d'accoucher, comme de la pornographie. Cela me paraît complètement ridicule. Et je vais vous montrer ces extraits parce qu'ils répliquent très fermement. Et je vais vous dire ceci. Après que le public ait continué à demander pourquoi elle n'avait pas intenté de véritable procès, c'était une manœuvre de relations publiques sinistre. Blake Lively a alors déposé une plainte 11 jours plus tard. Donc maintenant, elle a effectivement intenté un procès. Et je ne pense pas qu'elle ait jamais voulu en arriver là. Je pense qu'elle voulait sincèrement que ce soit un coup de communication et qu'elle voulait le faire fuiter au New York Times. Elle pensait que le public prendrait son parti sans poser de questions. Et au lieu de cela, le public dit non. Nous avons quelques questions à poser ici, et Justine Baldoni va jusqu'au bout dans cette affaire. Son avocat donne déjà des interviews, expliquant à quel point l'équipe adverse a été odieuse dans cette histoire. L'avocat s'appelle Brian Friedman. Il est passé dans l'émission de Megyn Kelly, et voici quelques-unes des choses qu'il a dites. D'abord, il dit qu'il n'y avait jamais eu de plainte à caractère sexuel auparavant. Il n'y a jamais eu de plainte à caractère sexuel jusqu'à ce qu'elle se rende dans ce bureau des droits civiques. Écoutez plutôt. En fait, il n'y avait aucune allégation de harcèlement sexuel avant le dépôt de la plainte. Je veux dire, voilà, c'est à ce moment-là que les allégations de harcèlement sexuel sont apparues. Elles n'avaient pas été évoquées auparavant. Eh bien, dans une note de 17 points que vous avez mentionnée, elle soulevait certains de ces problèmes. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, publiquement, c'est elle qui les a soulevés. Dans la note de 17 points, ils étaient tombés d'accord sur 17 points considérés comme simples. Tout le monde devait reprendre le travail et elle devait revenir travailler. Il y a un document signé attestant qu'ils ont réglé les choses. Dans la plainte elle-même, il est indiqué que tout s'est bien passé à partir de ce moment-là. Donc,
Et la vraie question est, pourquoi une agence de communication de crise a-t-elle été engagée? Une agence de communication de crise a été engagée parce que des histoires négatives sur Justin étaient divulguées aux médias. Ce n'était pas à propos de harcèlement sexuel. Il y avait des histoires négatives sur Justine qui circulaient, disant que personne ne l'aimait, qu'il posait problème sur le plateau, ce genre d'histoire. Une agence de communication de crise a été engagée pour dire que cela ne serait pas bon pour le film. Une agence de communication de crise a aussi été engagée parce qu'il y avait des histoires négatives sur Blake Lively, non pas créées par Justin, mais qui existaient déjà. Je veux dire, les fans et les médias peuvent être impitoyables. Ils remontent dans votre passé. Ils reviennent en arrière et regardent, se demandent quelles interviews vous avez déjà données. Comment avez-vous traité les gens? Est-ce que vous faites la promotion du film d'une manière où vous mettez en avant vos produits capillaires et d'une façon qui n'est ni vraie ni authentique en ce qui concerne la violence domestique? Ils retrouvent ces vidéos. Ils les ressortent de façon naturelle. Ce n'est pas Justin qui fait ça. Ce n'est pas l'agence de gestion de crise de Justin qui fait ça. En fait, ce qu'il veut, c'est un film à succès. Il veut protéger le film. Et tout au long des messages textes, vous verrez encore et encore qu'il dit « Je ne veux pas lui faire de mal. Je veux la protéger. Donnons-lui ce qu'elle veut. Aidons-la. » C'est ce qu'il fait. C'est aussi ce que j'ai trouvé problématique. Vous devriez regarder cette interview qu'il a donnée à Megyn Kelly. Mais ils ont omis des messages textes cruciaux et disculpants. Justine Baldani exprimait son inquiétude de ne pas vouloir lui faire de mal et de se protéger. Maintenant, je ne sais pas si Justine Baldani est un bon gars. Je n'en suis pas sûre. Écoutez, je respecte Hollywood. Je pense que la majorité des gens à Hollywood ne sont pas de bonnes personnes. Mais après avoir lu les messages replacés dans leur contexte, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le New York Times va avoir de très gros ennuis pour diffamation, pour avoir sciemment diffamé, alors qu'il existait des emails très clairs qu'ils auraient pu présenter au public et qui montraient que les responsables des relations publiques plaisantaient et riaient du fait que cela lui arrivait, parce qu'ils la considéraient comme une mauvaise personne. Mais il n'était en aucun cas en train de planter ces articles, sous quelque forme que ce soit. Et lorsque vous retirez ce contexte et essayez de faire croire que Justin était impliqué là-dedans, alors qu'il a simplement dit « Je veux me protéger. Je ne veux pas lui faire de mal, mais pour me protéger, c'est simplement une question de bon sens commercial. » Et encore une fois, qui a fait la fuite? Qui a fait fuiter l'information en moins de 24 heures? Le New York Times a pu rendre cela public à tout le monde. Cela n'aurait pu être qu'une seule personne. Évidemment, il le fallait. Cela devait forcément venir de l'entourage de Blake Lively. C'est mon point de vue. Je vous montre aussi pourquoi je crois, et là je fais une supposition, que beaucoup de gens étaient très opposés quand j'ai dit qu'Amber Heard allait perdre. J'ai simplement une façon de lire les femmes dans ce genre de situation. Et je savais qu'Amber Heard n'était pas totalement honnête à propos de l'affaire Johnny Depp. Et tout le monde disait « Oh, elle a un bleu sur la joue ». J'ai juste dit « Ça ne me paraît pas juste ». Il a été marié si longtemps, sa femme Vanessa, son ex-femme Vanessa Paradis, le soutenaient malgré leur longue relation. N'aurait-elle pas remarqué s'il aimait frapper les femmes au visage? Tout cela me semblait vraiment très louche. Et au final, j'ai eu raison. Je vais dire la même chose à propos de Blake Lively. Je ne pense pas que ce sera bon pour elle. Et le langage de cet avocat en disant que lorsque les gens verront tous les messages, ils vont réaliser qui est la vraie Blake Lively, c'est pour moi un signe fort, un signe que le public finira par reconnaître que Blake Lively était manipulatrice. Et je vais vous laisser écouter ce que Brian a dit à propos de ces messages. Et contrairement à n'importe quelle affaire que j'ai traitée dans toute ma carrière, c'est la seule affaire où nous allons mettre chaque message, chaque document, tout sur un site Internet pour que tout le public puisse lire, se faire sa propre opinion et déterminer s'il y a eu harcèlement sexuel, campagne de dénigrement ou représailles, car nous avons des preuves et des justificatifs qui montrent de façon absolue et sans équivoque que ce n'est pas vrai. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense que Blake Lively, nous n'y avons vraiment pas cru. Je pense que lorsqu'elle a eu toute cette mauvaise presse, elle ne pouvait pas concevoir que des gens ne l'aimaient pas. Je pense qu'elle croyait vraiment que Justine Baldoni était derrière tout ça. Je ne pense pas qu'elle a fait ça pour créer un récit. Je pense qu'elle a vu ça et s'est dit « ça doit être lui, ça doit être lui ». Et malheureusement, je pense qu'elle s'est trompée. D'accord. Et donc, je pense que pour contrer cette mauvaise publicité et voyant sa réputation chuter, elle a décidé de jouer ce qu'elle pensait être un jeu de relations publiques tout aussi vicieux en déposant cette plainte devant le tribunal des droits civiques sans jamais avoir l'intention de devoir ensuite l'amener devant les vrais tribunaux. Je ne pense pas qu'elle ait jamais voulu ça. Malheureusement, elle s'est trompée.
Elle l'a déposé et le public a alors dit « Attends une seconde, est-ce que tu joues un jeu de relations publiques plutôt que Justin Baldoni ?» Et maintenant, elle devait assumer cela en déposant réellement la plainte devant le tribunal. Et ce qui va se passer, c'est que désormais tout le public va voir ce qui s'est passé, qui a divulgué des informations à qui. Et comme je l'ai dit, je parie que Blake Lively a tort. Je pense qu'elle a totalement tort. Cela ne fait pas de lui un homme bien. Cela fait-il de Justin Baldoni un type génial? S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis un fan inconditionnel de Justin Baldoni. Je ne sais rien de lui et je déteste 90% d'Hollywood. Mais dans cette situation, je pense simplement qu'il va gagner le procès. Et je pense que le New York Times, d'après ce que j'ai vu de ce que je qualifierais de correspondance falsifiée en ne donnant pas aux gens l'intégralité des échanges, va finir par devoir régler ce procès à l'amiable et payer Justin Baldoni ainsi que les femmes de relations publiques mentionnées dans ce procès en les indemnisant pour avoir déformé ce qu'elles ont réellement dit. C'est mon avis. Vous pouvez être d'accord ou non. J'ai hâte de voir quels seront vos commentaires. Le premier, je viens de le lancer à l'un de nos annonceurs. Prenez. Vous savez que janvier est considéré comme le mois de la sainteté de la vie où nous honorons les plus de 66 millions de bébés tragiquement interrompus par l'avortement. Depuis que la controverse a été renversée, la vie des bébés est menacée à cause de la pilule abortive. Elle représente 60% des avortements, rendant cette tragédie accessible 24 heures, 7 jours sur 7. Mais au milieu de l'obscurité, il y a toujours une lumière qui brille. Et prenez cette lumière. Ils ont sauvé plus de 300 000 bébés de l'avortement. En moyenne, ils sauvent plus de 200 bébés par jour. Lorsqu'une femme enceinte entend le battement de cœur et voit à l'échographie, la survie double. Prenez a définitivement besoin de notre aide. Pour seulement 28 $, le prix d'un dîner, vous pouvez financer une échographie pour permettre à une mère de rencontrer son bébé pour la première fois. 100% de votre don sera consacré à sauver des bébés. Alors, pour faire un don, il suffit d'envoyer IAL 250 livres et de dire le mot-clé bébé. C'est 250 livres bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Je vais aussi vous rappeler l'existence de Fields of Greens parce que je sais que beaucoup de gens prennent la résolution du Nouvel An de devenir plus sains cette année. Si vous cherchez un moyen simple et efficace d'y parvenir, l'une des premières questions à vous poser est « Quel complément alimentaire me promettra une meilleure santé ?» Et c'est justement l'objectif des boissons vertes et des compléments santé. Ou plutôt, à quoi servent les boissons vertes et les compléments santé si vous n'êtes pas 100% sûr qu'ils amélioreront votre santé? C'est pourquoi vous devriez essayer Field of Greens. Ils offrent une promesse de meilleure santé, ce qui les rend radicalement différents des autres. Vous pouvez savourer chaque jour une délicieuse boisson Field of Greens. Lors de votre prochain bilan de santé, votre médecin remarquera une amélioration de votre santé ou vous serez remboursé. Tous les fruits et légumes ont été sélectionnés par des médecins pour un bénéfice santé spécifique. Field of Greens est parfait pour la santé du cœur, des poumons, des reins, le métabolisme et même pour maintenir un poids sain. Une seule boisson par jour suffit. Vous aurez meilleure mine, vous vous sentirez en meilleure santé et vous aurez plus d'énergie. Et comme je l'ai dit, votre médecin le remarquera ou vous serez remboursé. Alors profitez de votre remise du Nouvel An avec le code CandaceFieldofGreens.com. Encore une fois, c'est fieldofgreen.com avec le code PromoCandaceFieldofGreens.com. Très bien, les gars, j'ai une question pour vous. Quel était votre avis sur Lex Fridman? En fait, j'aimerais voir ce que le chat en pense parce que j'ai quelques intuitions. J'ai toujours quelques intuitions. Parfois, vous êtes d'accord avec moi, parfois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parfois, j'ai raison, parfois, je n'ai pas raison. Lex Fridman, si vous ne le connaissez pas, c'est un podcasteur. Et son histoire est tout simplement étrange. C'est bizarre. Il est diplômé de l'université Drexel avec un doctorat dans le département de son père. Son frère a obtenu son diplôme dans le même département. Ils sont arrivés après l'effondrement de l'URSS. Apparemment, alors qu'il travaillait sur son doctorat, ce gars-là a lancé un podcast. Et toutes les grandes personnalités du monde entier sont passées dans ce podcast. Et je suppose que je pourrais le croire s'il y avait une raison d'attirer les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, on parle du facteur X. On ne sait pas ce qu'est ce facteur X, mais on le reconnaît quand on le voit. Lex Fridman serait un peu l'opposé du facteur X. Il est très difficile d'écouter un podcast de Lex Fridman. Il a une voix très monotone et parle comme ça. Et pourtant, laissez-moi vous dire les noms qui sont passés dans son podcast, d'accord? Javier Maley, Elon Musk, Donald Trump, Kevin Spacey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et récemment le président Zelensky. Maintenant, certaines personnes pensent que Lex Fridman travaille pour la CIA. Évidemment, la CIA a, nous le savons grâce au projet Mockingbird, à l'opération Mockingbird. Ils ont des gens pour qui ils créent simplement la célébrité. Ils les rendent célèbres, vous savez, soi-disant.
Aussi des gens comme Anderson Cooper, qui a été stagiaire à la CIA, et il vous donne des personnes comme celle-ci. Il recommande leurs vidéos, et l'idée derrière cela est de promouvoir ce que l'État souhaite. D'accord? Il pense qu'il est de la CIA, du Mossad. On pense tous un peu que ce sont les mêmes organisations. Il a effectivement fait sa thèse de doctorat sous la direction d'un ancien ministre de l'IDF ou de quelqu'un qui travaillait pour l'IDF et qui est allé à l'université de Tel Aviv. Et il bloque tous ceux qu'il appelle CIA ou Mossad, ce qui est aussi intéressant. Son histoire de fond n'a tout simplement aucun sens, les gars. Comme je l'ai dit, s'il avait un talent remarquable, je pourrais comprendre pourquoi tout le monde passe dans son podcast. Je ne peux pas regarder. C'est juste que c'est trop ennuyeux pour moi de l'écouter. Bon, donc le président Zelensky, d'accord, notre baby mama assistée, on paye pour son train de vie. On paye pour sa femme, on paye pour tout ça. Il était une fois quelqu'un que tout le monde, y compris le New York Times, reconnaissait comme un oligarque corrompu qui a décidé de prendre du temps dans cette guerre très occupée. Il porte toujours la tenue militaire pour te rappeler de te mettre au travail et de soutenir sa guerre, mais il a trouvé 3 heures pour s'asseoir avec Lex Fridman. Maintenant, je veux que tu compares la réaction de la presse quand Tucker Carlson est allé interviewer Vladimir Poutine. Ils ont complètement paniqué. C'est ça qui m'a montré que Tucker Carlson n'est pas une taupe. C'est ça. Parce que si c'était le cas, il dirait « Oui, assieds-toi avec lui, parce que tu vas nous donner notre récit. » Lex Fridman est promu partout par les personnes en qui j'ai le moins confiance. Oh, il faut absolument que tu regardes ça. Il s'assoit avec Zelensky parce que la presse essaye sans cesse de le transformer en héros. Et ce que nous voyons, à mon avis, ce sont 2 acteurs de mauvaise foi qui essaient de blanchir ce qui se passe dans cette région. Lex Fridman joue toujours le rôle de celui qui dit qu'il faut plus d'amour et plus de dialogue. Je parlerai à n'importe qui, mais ce n'est pas difficile de parler à n'importe qui quand il semble que tu t'adresses à des gens qui, j'en suis presque sûre, dirigent en quelque sorte le monde. Je crois même qu'il s'est assis avec Bibi Netanyahu. C'est complètement fou. Ce type, ce podcasteur, arrive à inviter ces gens sortis de nulle part. Donc oui, je vais te montrer quelques extraits de leur conversation. Tout d'abord, la chose la plus étrange que j'ai remarquée, c'est Lex Fridman qui invite Zelensky au Texas pour un barbecue, mais en disant que ce serait la 3e fois qu'ils se rencontreraient. Écoutez ça. Eh bien, quand tu viendras me rendre visite au Texas en tant qu'invité pour la 3e fois. Avec plaisir. Allons-y. Que dirais-tu que mon ami Joe Rowe et moi, on aille manger un barbecue texan tous ensemble? Qui va payer? C'est une bonne question. Poutine. Poutine pour tout. Il doit payer. Eh bien, oui, nous l'inviterons. Non, 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 non. D'accord. Sans lui. OK, je comprends. Compris. Qui va payer? Je ne sais pas. Zelensky, avez-vous quelques milliards de côté provenant des contribuables américains dont vous venez de détourner l'argent? Ce n'est même pas drôle. Ce n'est pas mignon pour moi. Ce n'est pas mignon pour moi. Vous ne vendez pas ça aux contribuables américains. C'est tellement frauduleux. C'est tellement irrespectueux. Qui va payer? D'accord, je fais une mise à jour. J'ai toujours envie de mettre une claque à Zelensky. Je pensais que ça changerait mon avis contre quelqu'un. En fait, non, ça ne fait que m'énerver encore plus. Et il allègue, en gros, tout au long de cette interview, pourquoi voudrais-je faire un compromis avec Vladimir Poutine? Il dit qu'il pense simplement que Poutine, ce qui a évidemment été l'opinion sanctionnée par l'État pour ceux qui ne prennent pas la peine de lire les discours de Poutine. Vous ne pouvez pas compter sur l'Occident pour vous dire ce qui se passe. Nous sommes tout aussi sévèrement soumis à la propagande. Vous devez lire ce que dit l'Occident et ce que dit l'Orient, puis vous fier à votre discernement. Vraiment. Et Zelensky essaie de ressortir l'argument du Poutine fou. Poutine fou. Il ne semblait pas fou ni hors de contrôle à ce moment-là. Il a donné une interview à Carlson qui les a tous fait paniquer. C'est ça. Il semblait avoir une très bonne mémoire de l'histoire. Et pour expliquer sa position, que vous pensiez ou non qu'il disait la vérité, il n'a pas donné l'impression d'être un homme fou et incontrôlable. Ce n'est pas ce que les gens ont retenu de cette interview. Mais c'est ce que Zelensky essaie de nous faire croire. Alors écoutez-le expliquer pourquoi il ne peut tout simplement pas imaginer faire un compromis avec Vladimir Poutine. Malheureusement, la réalité est qu'un compromis est nécessaire pour parvenir à un accord. Et vous comprenez le fait qu'il n'est pas en prison après tous les meurtres. Il n'est pas en prison, assumant tous les meurtres, et personne au monde n'est capable de le remettre à sa place, de l'envoyer en prison. Pensez-vous que c'est un petit compromis? Ce n'est pas un petit compromis. Et lui pardonner ne sera pas un petit compromis. Pardonner. Personne ne pardonnera. C'est absolument impossible de lui pardonner. Nous ne pouvons pas entrer dans la tête et l'âme d'une personne qui a perdu sa famille. Personne n'acceptera jamais cela. Absolument impossible. Je ne sais pas. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Mais j'aimerais bien. Oui.
Que Dieu bénisse. Et c'est la chose la plus importante dans la vie. Et ils vous ont tout simplement pris la chose la plus précieuse. Demanderas-tu qui a ruiné ta vie avant d'aller lui arracher la tête? Je suis juste curieux. Ils ont emmené ton enfant. Vas-tu demander qui a fait ça? Et ils répondront que c'est ce type qui a fait ça. Vous direz, oh, eh bien, alors il n'y a aucun doute. Non, non, non. Tu iras en enfer et tu leur arracheras la tête. Quelqu'un dans les commentaires vient de dire « Candace est trop enceinte pour Zelensky ». Oui, je suis trop enceinte pour Zelensky. Je suis trop enceinte pour sa comédie. Il était littéralement acteur dans une série télévisée, puis il est devenu président et il joue la comédie là-bas. Et pendant qu'il essaie de nous dire que Poutine tue la famille des gens, toi, tu es littéralement en train d'envoyer toute une génération de chrétiens ukrainiens à l'abattoir dans une guerre que tu sais que tu ne peux pas gagner. Tu vas traiter Poutine de meurtrier. Tu es un meurtrier. Je te considère comme un meurtrier, et du pire genre parce que tu utilises notre argent des impôts pour le faire. Donc ça ne me convainc pas. Et enfin, nous avons cet extrait où il discute essentiellement de la façon dont la paix peut être atteinte dans cette région. Écoutez bien. Laissez-moi vous poser une question. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il viendra un jour où le peuple ukrainien pardonnera au peuple russe et que les deux peuples voyageront à nouveau l'un chez l'autre, se marieront, raviveront et formeront des amitiés? Y aura-t-il un tel moment dans le futur? Je pense que l'histoire a déjà répondu à cette question depuis longtemps. Je ne sais pas comment ce sera pour nous. Cela arrivera à l'avenir, sans aucun doute. L'histoire l'a montré à maintes reprises. Après chaque guerre dévastatrice et profondément traumatisante, une nouvelle génération, un pays entier, finit par reconnaître avec une clarté douloureuse qu'il a été, qu'il est indéniablement un agresseur, et il en vient alors à réaliser pleinement que cette transgression est une faute si grave qu'elle est pratiquement impossible à pardonner, laissant des cicatrices indélébiles et un lourd fardeau moral pour l'avenir. C'est précisément le type d'éducation qu'ils ont eu en Allemagne pendant de nombreuses années. Même si ces enfants n'y étaient pour rien, c'était leurs grands-pères qui, eux, y ont participé. Et ils n'ont pas tous été des participants à la guerre de l'Allemagne nazie essentiellement contre le monde, oui, et contre la vie. Et c'est précisément pourquoi ils continuent de s'excuser constamment, encore et encore. S'excuser n'est pas facile. Ils savent qu'ils étaient les agresseurs. D'accord, il faut juste qu'on s'en sorte. Il faut qu'on sorte de cette propagande. On y est arrivé. On doit littéralement sortir de tout ça. Comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous convaincu d'envoyer encore des milliards? Vous sentez-vous convaincu de retourner travailler et de lui donner encore plus d'argent? Parce qu'il dit même, c'est comme, regardez ce qui se passe, vous savez, je n'ai aucune idée de comment j'en suis arrivé là. Je suis juste là pour être le héros. Ce n'est pas parce que l'OTAN s'étendait sur le territoire de Poutine après avoir assuré que nous n'étendrions jamais l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Vous ne voyez pas à quel point je mets de l'émotion et que je fais appel à vos sentiments? Vous ne comprenez pas que je fais maintenant des références à l'Holocauste? Évidemment, je suis le gentil. Je regarde ce type et je vois Henry Agoda. C'est ce que je vois. Je vois un homme qui massacre des chrétiens en masse et des médias qui essaient de nous le présenter sous un jour favorable. Et je n'y crois tout simplement pas. C'est vraiment correctement dit. Je suis bien trop enceinte pour croire aux bêtises de Zelensky. Bref, avant de passer à vos commentaires, je veux très rapidement vous donner une bonne nouvelle. Il y a peut-être 4 bonnes personnes à Hollywood qui sont de vrais êtres humains décents. Et j'ai vraiment adoré. J'adore en découvrir. J'adore tomber sur eux. C'est un vieux clip, mais j'en parle seulement parce que Tom Holland vient d'annoncer ses fiançailles avec Zendaya. Et je l'aime bien en tant qu'actrice, Zendaya. Et je pense que leur relation est saine et positive, ce qui est rare à Hollywood. Et la raison pour laquelle j'aime Tom Holland, c'est parce qu'il est un rare exemple de jeune à Hollywood qui ne boit pas et ne se drogue pas. Et il explique pourquoi il a arrêté de boire à un si jeune âge. Alors écoutons-le expliquer pourquoi, pour lui, il a compris que l'alcool n'était pas fait pour lui. Écoutez bien. C'est intéressant. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant « j'arrête de boire ». J'ai juste, comme beaucoup de Britanniques, eu un mois de décembre très arrosé. À Noël, j'étais en vacances. Je buvais beaucoup et j'ai toujours été capable de beaucoup boire. Et j'ai décidé d'arrêter simplement pour le mois de janvier. Je voulais juste faire un dry January. Et tout ce à quoi je pensais, c'était de boire un verre. C'était la seule chose à laquelle je pensais. Je me réveillais en y pensant. Je regardais l'heure pour voir s'il était midi et ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, waouh, peut-être que j'ai un petit problème avec l'alcool. Alors j'ai un peu décidé de me punir et de me dire, je vais faire février aussi. Je vais faire 2 mois sans alcool. Si je peux tenir 2 mois, alors je pourrais me prouver à moi-même que je n'ai pas de problème.
2 mois passent et j'avais encore beaucoup de mal. J'avais l'impression de ne plus pouvoir être sociable. J'avais l'impression de ne pas pouvoir aller au pub et prendre un soda au citron vert. Je ne pouvais pas sortir dîner. J'avais vraiment, vraiment du mal. Et j'ai commencé à vraiment m'inquiéter d'avoir peut-être un problème avec l'alcool. Alors j'ai décidé d'attendre jusqu'à mon anniversaire qui est le 1er juin. Je me suis dit, si je peux tenir 6 mois sans alcool, alors je pourrais me prouver à moi-même que je n'ai pas de problème. Et quand je suis arrivé au 1er juin, j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais été de ma vie. Comme je l'ai dit, on ne voit jamais ça à Hollywood. On ne voit jamais les gens parler de ça parce que c'est toujours tellement cool d'être pris en photo avec un verre de vin. Alors félicitations à lui et à Zendaya pour leur fiançailles. Je suis content pour eux parce qu'il a juste l'air d'être une bonne personne. Je ne sais pas. On pouvait voir la lumière dans ses yeux. On ne voit normalement pas cette lumière dans les yeux des gens à Hollywood, surtout pas jeunes, à moins qu'ils n'arrêtent avec l'alcool, non? C'est généralement quand ils sont plus âgés et qu'ils ont un peu tout gâché, y compris beaucoup de personnes. Et là, ils se disent « J'arrête, l'alcool est en fait une mauvaise chose. » Donc bravo à eux. Très bien, voyons ce que vous en pensez. Justin, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Peux-tu lancer un sondage tout de suite, Skylar, dans le chat en direct pour demander qui, selon eux, va gagner ce procès? Justine Baldoni ou Blake Lively? Et on lira les résultats du sondage. Je vais passer à cette pub et ensuite on lira les commentaires. Tu peux lancer ce sondage, n'est-ce pas, Sky? Parfait, super. Juste pour vous rappeler, avant qu'on passe à vos commentaires, à propos d'American Financing, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec des factures de carte de crédit élevées et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour effacer cette dette et vous préparer à une année 2025 solide, car les taux d'intérêt ont baissé. Et mes amis chez American Financing peuvent vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison à un taux d'intérêt dans les 5%. Vous avez bien entendu, c'est dans les 5%. C'est un taux bien plus bas que la moyenne de 25% des cartes de crédit. Alors, imaginez combien vous pourriez économiser chaque mois. American Financing fait économiser à ses clients en moyenne $800 par mois, ce qui équivaut essentiellement à une augmentation de $10 000 pour commencer la nouvelle année. Et ils peuvent conclure en aussi peu que 10 jours et même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. C'est le 800-795-11210 ou vous pouvez visiter americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. Très bien, nous venons de lancer un sondage dans le chat. La question que nous posons est « Qui va gagner le procès, Justin Baldoni ou Blake Lively ?» Jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 2200 votes. Mais parmi ces 2200 votes, 92% pensent que Justin Baldoni va gagner. Laissez le sondage ouvert pendant que nous parcourons les commentaires. Cela signifie que seulement 8% pensent que Blake Lively va gagner. Très bien, les gars. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites dans la section des commentaires? Soyez gentils. Soyez gentils. Alaska Dog Lady écrit « Ma liste de personnes en qui j'ai confiance dans tous les médias, qu'ils soient traditionnels ou indépendants, se réduit peut-être à 3 personnes en tout. Je n'ai pas été enceinte depuis 2013 et moi aussi, je suis trop enceinte pour Zelensky. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu le vois et tu te dis, tu es un imposteur. Arrête, quoi. Arrête d'être aussi faux. Comme je le dis, tout est faux et bidon, et je regarde ça en me disant que tout ça est vraiment très faux. Tout est vraiment très faux et bidon. Sarah propose des produits fake and gay pour la Saint-Valentin. Oui, on fait ça. On va sortir le prochain gobelet Standis qui portera l'inscription Everything is F and gay. Je viens juste d'approuver les designs hier, donc vous devriez vous attendre à cette annonce au début de la semaine prochaine. Noël écrit naturellement « Je me sens mal pour Colleen Hoover ». C'est l'auteur du livre « It Ends With Us ». Des trucs scandaleux et louches se passent dans son premier film. Espérons que Blake Lively fera ce qu'il faut, mais elle ne voudra pas ravaler ses paroles. Ouais, je parie qu'elle adore ça. C'est probablement fait exprès. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et ça a probablement généré tellement de buzz autour du film qu'il a eu plus de succès qu'il n'en aurait eu autrement parce qu'ils se détestent. Les gens voulaient voir si ça se ressentait à l'écran. Apparemment, ce n'était pas le cas. Donc bravo à tous les deux et je suis curieux de voir ce que Blake Lively va faire. Je ne pense pas qu'elle veuille aller jusqu'au bout de ce procès. Comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Quand un avocat dit qu'on va dévoiler tous les messages, ça veut dire qu'ils sont confiants dans l'affaire. Ils sont vraiment très confiants dans l'affaire. Black Panther demande « Où puis-je trouver des articles en ligne sur les vaccins ?» Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais nous allons ramener Shot in the Dark ce mois-ci. C'est un petit plaisir. Ce sera vers la fin du mois. On espérait que ce serait au début du mois et on essaie d'ajuster la plateforme pour qu'elle soit parfaite pour vous.
Mais ça a l'air incroyable. Et nous mettons toujours tous les articles en lien après avoir passé en revue tous les vaccins, donc vous pouvez compter sur moi pour ça. Tout sera disponible sur CandaceWentz.com. Motherbird écrit « Un ami est allé au lycée avec Blake. Il a dit qu'elle n'était déjà pas une personne agréable à l'époque. Oui, eh bien, ça se comprend. Elle a grandi à Hollywood. Ses parents travaillaient dans l'industrie et comme je l'ai dit, on ne lui a jamais dit non. Et maintenant, elle a un mari qui est comme un petit chien et qui n'ose même pas lui dire non. Alors que mon mari, si jamais je lui demandais, genre, tu peux te désabonner? Mon ami a rompu avec son petit ami. On a tous les deux 36 ans, mais tu pourrais te désabonner de lui pour lui montrer « Je sais que tu es ami avec lui, mais c'est juste, tu es un enfant. » C'est comme si tu étais un enfant. Évidemment, je ne vais pas aller prendre une photo puis me désabonner de quelqu'un. C'est tellement ringard, c'est vraiment nul. Et oui, c'est ça. C'est le genre de truc typique de fille méchante féministe que Sarah Jones écrit. J'aime bien le Tom Holland Leaf. Je suis retournée écouter ton podcast DW à Noël et j'ai vraiment aimé. J'ai tiré quelque chose de cet article que tu avais trouvé qui s'appelait « Pourquoi j'ai arrêté de boire ». C'était un article puissant qui a eu un impact dans ma vie. Comme beaucoup le savent, je ne suis pas une grande buveuse, pas seulement parce que je suis tout le temps enceinte, mais simplement parce que je ressens les choses comme Tom Holland. Je trouve que ça n'apporte rien et même enlève quelque chose à ma vie. Je me réveille fatiguée, anxieuse et, en ce qui concerne la consommation excessive d'alcool, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Mais je veux dire, prendre un verre de vin de temps en temps, probablement. Je dirais en moyenne. Peut-être que boire du vin 3 fois par an, c'est probablement là où j'en suis en ce moment. Katie Effen. Marie écrit « Je ne suis pas fan de l'ex, mais la référence à la 3e rencontre était probablement parce que l'ex essayait de convaincre Zelensky de le rencontrer, lui et Poutine, au milieu de l'océan la prochaine fois qu'ils se verraient. » D'accord, je le ferai. Je suis content de lire ce commentaire. Quand je l'ai entendu et qu'il a dit pour la 3e fois, j'ai cru qu'il voulait dire que tu venais au Texas pour la 3e fois. Mais peut-être que j'ai manqué le bon contexte à ce sujet. Donc je suis content que tu aies pu écrire ça et clarifier. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous rappelle d'aller sur kindnesslocals.com si vous souhaitez soutenir cette émission et soutenir notre indépendance et si vous êtes vraiment en colère du fait que nous ne pouvons pas être monétisés sur YouTube et que vous avez l'impression qu'ils nous volent, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous aider à rester indépendants et à garder l'émission gratuite en donnant ce que vous pouvez chaque mois pour nous soutenir. Et jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Nous vous sommes vraiment reconnaissants à tous, quelle que soit la manière dont vous nous soutenez. Demain, nous allons aborder le mouvement America First parce que j'ai l'impression qu'il a été un peu infiltré et j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Tout le monde est là à s'enthousiasmer pour le Groenland et le Panama, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui mijote sous la surface et que nous fonçons peut-être tous vers un agenda que nous ne voyons pas. Et j'aimerais ralentir un peu et vraiment prendre conscience de ce qui se passe, qui sont les acteurs en jeu, et poser une question très importante. Notre mouvement a-t-il été infiltré? Je vous retrouve demain.